Bonjour, bienvenue à cette première formation organisée dans le cadre de la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. D'une série de 5 séances, ces formations seront offertes pour approfondir les enjeux, les solutions et les outils favorisant l'intégration équitable des femmes immigrantes. Alors, nous débutons la séquence avec la thématique « Programme spécifique, visible et cohérent par, pour et avec les femmes » qui sera décliné en 2 séances, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup à dire sur le sujet. Alors bonjour, je me présente. Mon nom est Lisette Rodriguez de la coopérative Convergence. C'est un immense privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour cette première formation qui va mettre en lumière l'importance d'une approche par, pour et avec les femmes francophones immigrantes en milieu minoritaire. Alors, c'est parti. Et l'objectif de la formation aujourd'hui est de comprendre l'analyse comparative entre les sexes plus, qu'on va dire ACS+. À la suite de cette capsule, nous espérons que vous serez plus outillés pour comprendre les concepts clés qui sont liés au genre, au sexe et à l'intersectionnalité. Et plus motivés aussi pour assurer une analyse des impacts différenciés et des politiques et programmes sur divers groupes de personnes. Et finalement, vous serez en mesure de prendre des décisions plus inclusives et plus équitables en tenant compte des réalités et des besoins variés de la communauté. La méthode d'analyse ACS+, est une méthode qui sert à l'élaboration des politiques, des programmes et initiatives afin qu'elles soient adaptées et inclusives. Au départ, on parlait tout simplement d'analyse comparative entre les sexes, ACS, et il s'agissait de déterminer si les politiques, les initiatives et les programmes produisent les mêmes effets pour les hommes et pour les femmes. Et il y avait aussi d'autres nomenclatures possibles, par exemple l'analyse comparative fondée sur les sexes et les genres, ou l'analyse différenciée selon les sexes, ou aussi l'analyse différenciée selon les genres. Et au fil du temps, il devenait évident qu'il fallait tenir compte aussi d'autres facteurs de discrimination possibles en plus du sexe afin de répondre aux besoins de toutes les personnes qui composent les collectivités. L'ACS+ devient alors intersectionnel et c'est pour ça qu'on ajoute des plus. Donc, de cette façon, elle permet de tenir compte de tous les systèmes de pouvoir et d'oppression, par exemple le patriarcat, le racisme, l'hétérosexisme, pour empêcher leur reproduction. Il existe ainsi autant de différences au sein des groupes de personnes qu'entre les groupes eux-mêmes. Et ensuite, un autre élément intéressant avec l'intersectionnalité, c'est la flore. Donc, cette flore permet de visualiser les facteurs identitaires à prendre en compte lorsqu'on évalue l'impact d'un projet ou d'une mesure sur un groupe de personnes. Donc, cette flore est une représentation visuelle des différentes intersections des facteurs structurels, systémiques, politiques, sociaux et géographiques qui interagissent sur et avec des facteurs identitaires possibles chez une même personne. L'intersectionnalité est donc un concept central du féminisme d'aujourd'hui et elle reconnaît que les différents facteurs qu'on voit sur la flore justement de discrimination s'entremêlent. Et les discriminations ne font pas que s'additionner. Exemple, sexisme plus racisme, capacitisme, etc. En combinant ces facteurs-là, donc les effets sont amplifiés. Et évidemment, il ne faut pas oublier que l'ACS+ doit considérer les cadres, c'est-à-dire les contextes dans lesquels vivent les communautés. Une analyse n'est donc pas automatiquement transposable. L'ACS+ demande d'ailleurs une réflexion autant individuelle que collective, et c'est pour cela qu'il est essentiel de comprendre que c'est une méthode ou un processus et non une fin en soi. Et cela signifie aussi qu'on peut se tromper, de devoir recommencer et se donner le temps pour mieux comprendre les tensions qui émergent des changements auprès de vos partenaires ou des personnes à l'intérieur de votre organisme. Donc, est-ce qu'une politique, une initiative ou un programme produit le même effet entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes? Un autre élément, c'est vraiment de considérer les avantages de l'ACS+. Donc, la compréhension des besoins spécifiques d'une personne considérant les facteurs identitaires. Donc, l'ACS+ n'est pas aussi complexe qu'on le croit, mais elle demande surtout du temps et de la patience. Par exemple, pour avoir des discussions nécessaires avec les personnes concernées par un projet.
ainsi que des données ventilées selon évidemment les différentes dimensions, soit les sexes, les genres ou d'autres facteurs d'identité ou de caractéristiques sociales. Et je dois vous dire aujourd'hui qu'une autre importance, c'est que le gouvernement canadien a récemment renouvelé son engagement envers la ACS+, et s'efforce de promouvoir l'utilisation de cet outil dans l'ensemble des ministères fédéraux. Donc, c'est un outil quand même assez intéressant. Donc, maintenant, l'ACS+, vu que c'est une méthode ou un processus réflexif qu'on doit suivre étape par étape afin d'en assurer son succès, alors je vais vous présenter les 5 étapes. La première étape, c'est de définir la problématique concernant les enjeux et faire l'inventaire des données quantitatives et qualitatives disponibles. Donc, c'est le premier exercice de l'ACS+. Évidemment, nous demande de réfléchir aux enjeux propres au groupe cible ou susceptibles d'être touchés par les projets. Donc, en d'autres mots, on doit se poser la question, mais quels sont les besoins? Et il y a plusieurs sources pour avoir accès aux données. On peut consulter, en plus de les stratégies pan-canadiennes des femmes immigrantes francophones à milieu minoritaire, on peut aussi consulter l'Observatoire en immigration francophone et Statistique Canada, les centres canadiens de politique alternative ou encore des institutions provinciales, territoriales ou des organismes nationaux tels que la Fondation canadienne des femmes Down Canada, qui est le réseau d'action des femmes handicapées. Donc, c'est important de dire que si les données ou les recherches ne sont pas disponibles, donc on doit envisager la possibilité de faire nous-mêmes la collecte des données selon les objectifs et aux mesures d'évaluation de l'initiative. Donc, ça serait vraiment pour la première étape. Donc, à la fin, on va pouvoir se poser la question sur qui est impacté par l'enjeu abordé par l'initiative ou l'activité et comment cette initiative pourrait être adaptée aux différents besoins des personnes qu'on cible avec notre initiative. Donc, quelques questions à se poser, c'est si on est en mesure de brosser un portrait des personnes concernées par les programmes. Donc, que ce soit nous, nos partenaires, est-ce qu'on peut collecter des données ventilées sur la population visée par notre initiative, selon les sexes, si possible, ou les genres, mais aussi d'autres facteurs identitaires qui se recoupent, par exemple l'origine ethnique, l'âge, l'incapacité, la situation financière, la situation maternelle, les statuts de mère, etc. La prochaine question, ce serait si on est capable de nommer des points communs, des enjeux différenciés des différentes personnes concernées. Et finalement, on doit aussi se poser la question si nous avons considéré des groupes ou des personnes qui ont une expertise sur cet enjeu ou les enjeux que vous souhaitez aborder dans votre projet ou programme. Et à ce point-ci, il est primordial de consulter des ressources expertes et des groupes de femmes avant d'aller plus loin dans la démarche. Donc, il importe ici d'éviter les idées préconçues, les suppositions, et l'objectif est d'identifier les angles morts et de formuler les constats ou des hypothèses sur les raisons des disparités selon les sexes. Et si on ne dispose pas de telles données, évidemment, donc, on doit penser à faire de la collecte de données, comme je disais, en identifiant des éléments selon l'évaluation et selon l'initiative que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc, voici les sources d'informations, comme j'avais déjà mentionné. Donc, on a les différentes organisations sur lesquelles on peut se baser. Les stratégies pan-canadiennes des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire, l'Observatoire en immigration francophone et Statistique Canada, les centres canadiens de politique alternative ou les institutions provinciales et territoriales comme la Fondation canadienne des femmes ou Down Canada. Donc, ça termine un peu la première étape de la ACS+. La deuxième étape, ça veut dire d'identifier les inégalités. Et cette étape consiste à remettre en question les suppositions. Et à la lumière de l'état des situations qu'on a fait à la première étape, il faudrait désormais analyser les données qui sont disponibles et identifier les angles morts ou les idées préconçues, les suppositions personnelles et les perceptions culturelles. Cette étape vise à identifier les effets différentiels de l'initiative proposée selon les sexes et bien d'autres dimensions. Donc, avec une meilleure vision de la situation, vous êtes en mesure avec vos partenaires de concevoir un plan de travail dans lequel vous serez en mesure d'identifier les objectifs, c'est-à-dire ce qui est souhaité par la mise en place de votre initiative,
Les indicateurs de rendement, ça, c'est-à-dire les résultats qualitatifs, donc descriptifs, mais aussi les quantitatifs qui vont mesurer le rendement de votre initiative. Et n'oubliez surtout pas de prévoir des outils de collecte de données qui vont tenir compte de l'ACS+. On peut aussi également déterminer les effets des différents que l'initiative pourrait produire. Pour ce faire, on doit discuter avec les organisations qui travaillent auprès des femmes et idéalement avec les groupes de femmes que vous touchez. Et évidemment, on doit vérifier que cette initiative ne contribue pas à renforcer des stéréotypes de genre, de racisme ou de colonialisme des classes sociales et que ne tient pas en compte des responsabilités familiales et de la charge mentale, mais favorise plutôt l'ouverture et répondre aux besoins réels des femmes dans toute leur diversité. Donc, ensuite, la prochaine étape, ça serait de se poser les bonnes questions par rapport à cette étape numéro 2. Donc, les questions qu'on va se poser, par exemple, est si les objectifs identifiés lors leurs indicateurs vont permettre de réduire les écarts ou les inégalités entre les groupes concernés. Aussi, on doit se poser la question, est-ce que nous avons consulté des groupes ou des personnes qui ont une expertise sur les objectifs et les indicateurs de notre initiative? Par exemple, ça va nous permettre de déterminer comment est-ce que le projet va rejoindre toutes les femmes concernées. Et finalement, en atteignant vos objectifs, est-ce que les résultats, les retombées anticipées seront les mêmes pour toutes les personnes, qui est finalement ce que l'on souhaite faire? Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a seulement passé à travers 12 étapes complètes avant même que l'initiative voit les jours. Donc, comme quoi, je ne pourrais jamais trop insister sur l'importance de travailler main dans la main avec les organismes des femmes de votre communauté. Donc, nous sommes à l'étape 3, qui est le renforcement des capacités. C'est-à-dire, cette étape nous permet vraiment un contact privilégié avec les parties prenantes du projet afin d'obtenir une analyse d'horizons multiples et une approche inclusive des différentes voies. La création, évidemment, d'un comité de travail qui peut être composé par des femmes immigrantes francophones et des personnes de divers horizons, ça vous aiderait vraiment à réaliser le tout, notamment par la création d'un espace qui va nous permettre de remettre en question le status quo et transformer les relations de pouvoir. Donc, cette action, dans une perspective d'ACS+, est primordiale. Il serait aussi pertinent d'élaborer un cadre de collaboration, c'est-à-dire ça va être un document qui va baliser les modes de fonctionnement pour votre comité. Donc, il est question de déterminer quelles sont les valeurs et les principes de fonctionnement, quels sont les outils par lesquels on va résoudre des conflits si jamais il y en a qui surgissent, et aussi un guide sur les fameux langages inclusifs qu'on va utiliser tout au long de notre initiative ou projet, etc. Assurez-vous donc d'outiller votre comité selon les besoins spécifiques afin de limiter les barrières à la participation des individus qui les composent. Par exemple, offrez des services de garde temporaires pour les participants, des plages horaires pendant les jours, les soirs ou la fin de semaine, des dédommagements pour les déplacements, etc. Et on suggère aussi également de tenir compte des différents niveaux d'action possibles de votre initiative, y compris du travail de fond sur les structures qui empêchent de répondre aux besoins qui ont été initialement énoncés à l'étape numéro 1, par exemple les politiques gouvernementales, etc. Donc, ces obstacles font partie du décor et du parcours de la mise en œuvre de votre initiative ou votre projet. Et à cette étape-là, on pourrait se poser les questions suivantes. Donc, on peut identifier un ou deux objectifs et leurs indicateurs pour réduire ou éliminer les écarts ou les inégalités entre les groupes concernés. Ça serait la première des choses à faire pour cette étape. Aussi, avez-vous consulté des groupes ou des personnes qui ont une expertise sur les objectifs et les indicateurs? Et finalement, en atteignant vos objectifs, est-ce que le résultat, les retombées que vous avez anticipées vont être les mêmes pour toutes les personnes qui sont concernées par votre initiative? Donc, voilà certaines questions à se poser. Et maintenant, passons à l'étape numéro 4. Donc, l'étape numéro 4 consiste à formuler des recommandations. Et évidemment, à la lumière de votre collecte de données que vous avez faite dans les étapes précédentes, de l'analyse documentaire et des rencontres de travail,
qui respecte les par, les pour et avec les femmes. Donc, vous mettez désormais en lumière les mesures que vous souhaitez mettre de l'avant afin de résoudre la problématique qui a été initialement nommée à l'étape numéro 1. Donc, à cette étape des recommandations, on pourrait se poser la question si vos services et activités sont accessibles, sont équitables et inclusifs. Aussi, on pourrait penser aux mesures supplémentaires que l'on peut prendre pour renforcer le soutien du personnel et améliorer la satisfaction de la clientèle. Et finalement, on peut se poser aussi des questions sur c'est quoi le mécanisme de collecte de données qu'on met en place dans le cadre de cette initiative. Donc, on arrive à notre dernière étape qui est vraiment l'évaluation et la mise en œuvre du projet. Dans cette étape, on doit s'assurer de se familiariser avec un outil d'évaluation des programmes qui, évidemment, va tenir en compte une perspective féministe pour contribuer au changement des normes sociales. Donc, ici, il est question de savoir si ce projet a renforcé ou atténué les inégalités systémiques. Est-ce qu'il a questionné les relations de pouvoir qui étaient en place? Est-ce qu'il a valorisé les différentes réalités et les types de savoirs des bénéficiaires de cette initiative? Puis finalement, est-ce qu'il a pris en considération l'évaluation faite par les femmes qui ont été bénéficiaires? Donc, à cette étape, il faut prendre en considération que l'évaluation du projet est une activité politique en soi parce qu'elle peut soit renforcer ou remettre en question les relations de pouvoir. Donc, le travail d'évaluation n'est pas neutre. Il importe réaliser que l'évaluation peut privilégier des perspectives de certaines personnes par rapport à d'autres qui sont marginalisées. Donc, il faut faire attention avec ça. De l'importance aussi d'avoir différents points de vue autour de la table afin de limiter les angles morts. Donc, les comités deviennent importants aussi à ce moment-là. Et en assurant un suivi après l'évaluation de l'initiative, ça va permettre également de mieux comprendre les dynamiques de transformation sociale et notamment des pouvoirs et de la résistance aux changements auxquels on pourrait faire face. Et une autre étape qui est aussi importante à considérer à la fin du projet, c'est vraiment célébrer. Célébrer tout le travail accompli, célébrer l'avancement des connaissances parce que les réalisations des projets nous permettent aussi de faire avancer la connaissance ou co-créer de nouvelles connaissances ou idées. Donc, à cette étape, à cette dernière étape, on pourrait penser à se poser des questions, par exemple, sur qui n'a pas été représenté ou présente dans votre projet et pour quelles raisons. Une autre question qu'on pourrait se poser pour finaliser le projet, c'est comment est-ce que ce projet devrait-il modifier pour mieux répondre, aux objectifs et résultats qu'on attendait, aux écarts constatés au départ et évidemment aux bénéficiaires de notre initiative. Puis finalement, pour apprentissage organisationnel à l'intérieur de vos structures, mais on cherche à savoir quels ont été les succès et les leçons apprises et évidemment si on a réussi ou quels obstacles ont été révélés dans la réalisation de notre initiative. Ça va nous donner un apprentissage énorme sur les projets à l'intérieur de vos organisations. Donc, on arrive à la fin de cette première formation. Ça m'a vraiment fait énormément plaisir de vous présenter la ACS Plus et on va continuer à la prochaine capsule. Je vous invite à visiter le site web immigration.affc.ca pour obtenir plus d'informations sur le féminisme intersectionnel et les privilèges. Et j'aimerais également vous référer au chapitre 4 d'un document qui a été produit par l'AFFC, vous le voyez à l'écran, une boussole pour les mouvements féministes francophones. Il va vous donner également beaucoup d'informations riches pour votre analyse. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente analyse et on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule.